Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur cette antenne, sur la 98.7 Océan FM, tous les dimanches à partir de 13 heures. Votre émission Océan Politique, comme son nom l'indique, traite les faits saillants de l'actualité politique nationale. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir Youssouf Gassama. Bonjour, Monsieur Gassama. Bonjour, Monsieur Diouf. Et ça fait un plaisir d'être aujourd'hui à votre émission, ici à Affaires FM. Et j'espère que la lumière sera faite au nom du panafricanisme et de la géopolitique actuelle. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour nous. Alors, on passe automatiquement à la présentation de l'invité. Alors, qui est Youssouf Gassama? Monsieur Gassama est professeur de lettres, chroniqueur, analyste politique, mais également un grand panafricaniste. Vous confirmez? Ah mais bien sûr. Surtout le panafricanisme moderne. Ok. Alors, si vous avez des éléments à rajouter sur cette brève présentation, allez-y. Bon, à part d'être politicien, membre du parti PASTEF à la base, et aussi, bien sûr, militant de la société civile, et depuis Ziguinchor, avec comme coordinateur Madian Diop Sané, voilà, vision citoyenne. Donc, voilà. Ah, ça, c'est intéressant comme profil. Alors, attaquons le vif du sujet. Le panafricanisme a émergé au XXe siècle en réponse à la colonisation, à l'esclavage et à l'exploitation des peuples africains. Alors, le panafricanisme se base sur quelle idée? D'abord, vous savez, comme vous l'avez dit dans la présentation, et c'était d'abord à la cause nègre. Nous allons débuter ce contexte et à la fin de l'esclavage, vers la fin du XVIIe siècle, et tout au long du XVIIIe siècle, n'est-ce pas? Et il y avait les séries de contestations concernant et la situation du nègre dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en Asie et même en Amérique latine. La situation de l'Africain vraiment a été au parfum de ce siècle-là et au gré des nombreux réseaux de contestation, nous sommes arrivés à l'abolition de l'esclavage et de la traite négrière. Et on est arrivé à une situation où il y avait deux types de nègres aux États-Unis. Il y a le nègre libre et le nègre esclave. Avec l'histoire des rapatriements des nègres vers la terre natale ou bien la terre d'origine. Donc beaucoup sont partis vers Libéria, certains vers le Sierra Leone, et pour créer, n'est-ce pas, des nations nègres. Et ce fameux comeback to Africa et des penseurs africains de l'époque avec les politiciens, parce qu'il faut dire aussi que l'idée panafricaniste, et on ne peut pas le séparer de la politique. C'est d'abord l'affaire des intellectuels et ensuite des politiciens et après des écrivains avec l'émergence du mouvement de la négritude. Donc on peut contextualiser l'avènement du panafricanisme ou bien la naissance de l'idéologie d'abord, avant le nom même panafricanisme. Parce que c'est d'abord une idéologie qui consiste de se battre pour améliorer la condition d'existence du nègre, de la valeur du nègre, la valeur de sa culture, de son origine, de sa dignité d'être nègre, de sa raison même d'être nègre. Donc voilà pourquoi les William Dubois, les Benito Sylvain, depuis Haïti, il faut dire que les Haïtiens, vraiment, ont été la figure de proue de l'idée même du panafricanisme. Et avec les Benito Sylvain, comme je l'ai dit, même avec le président haïtien qui avait participé à la première conférence du panafricanisme qui s'est tenue en 1900, je crois que c'est du 23 au 25 mars 1900 tout court. Et en Angleterre, à Londres d'abord, et après en France, ensuite avec William Dubois aux États-Unis. On reviendra sur ça. Voilà. Alors donc, quel est l'objectif principal du panafricanisme? Voilà, comme je l'ai dit, l'objectif principal en un mot, c'est pour améliorer la situation du nègre. Parce qu'on ne peut pas oublier que aujourd'hui, si nous sommes arrivés à la modernité nègre, mais d'abord nous avons connu 4 siècles d'esclavage. Tout à fait. Plus l'impérialisme et encore le colonialisme. Donc toutes ces raisons de maltraitance du nègre, du racisme,
de l'inconsidération du nègre verra naître maintenant des intellectuels qui sont d'origine nègre ou bien qui sont des nègres ayant fait les premières prémices de l'école, vont quand même vouloir maintenant parler au nom du nègre pour revaloriser d'abord sa culture. Parce qu'il faut dire que le nègre était considéré comme un sous-homme, comme quelqu'un qui ne pense pas, qui n'a pas d'avenir, qui n'a pas de culture. Un animal même. Voilà, donc il fallait revaloriser d'abord la valeur de cette nègre-là, de se battre d'abord contre le racisme, après l'intégration, l'émancipation du nègre et jusqu'à l'indépendance maintenant des nations nègres. Voilà la raison fondamentale de la naissance même de l'idéologie du panafricanisme. Tout à fait. Alors, les fondateurs du mouvement panafricaniste moderne sont souvent associés à des figures comme Webb, Du Bois, qui sont des intellectuels afro-américains, Marcus Garvey, fondateur du mouvement Back to Africa, et Kwame Nkrumah, Ghana. Est-ce que réellement leur idée a rayonné sur le monde? Est-ce qu'il a un impact dans la conscience collective? Voilà, je crois que nous parlerons de son impact de manière chronologique. Allez-y. Parce qu'à travers les époques, il faut dire que l'idée du panafricanisme a dépassé les siècles. Parce que c'est d'abord vers la fin du XVIIIe siècle qu'est né d'abord les prémices de l'idéologie panafricaniste. Des réseaux de contestation qui sont un peu partout. Parmi les esclavagistes même, il y avait des réseaux de contestation qui ne voulaient pas accepter le nègre dans la condition de sous-homme. De sous-homme, tout Donc, à fait. on est sorti maintenant de l'esclavage. L'idéologie a évolué. Maintenant, il ne s'agit plus de parler de l'esclave, mais d'essayer de revaloriser maintenant le nègre. Qu'on ne le regarde plus comme un sous-homme, qu'on ne le regarde plus comme quelqu'un qui est ignorant, qui n'a pas de culture, alors même que la valeur de sa culture dépasse même l'expérience de l'humanité. Alors il fallait revaloriser le nègre. Et une fois qu'on est passé maintenant de la Première Guerre mondiale à la Deuxième Guerre mondiale, il y avait maintenant le vent de la décolonisation qui commence maintenant à souffler en Afrique. L'idéologie avance encore vers l'indépendance. C'est là où vous me parlerez de Kwame Nkrumah, de Sékou Touré, de Modibo Keïta, de Houphouët-Boigny, et même bien avant l'empereur de l'Éthiopie, là. Parce que l'Éthiopie n'avait pas été colonisée. Haïlé Sélassié ou bien? Non, avant même. Hein. Avant c'était un empereur, il n'avait pas de président. Donc c'était vers le XVIIIe siècle. Donc pour aussi dire que Éthiopie, je vous dis, oui, Éthiopie a contribué vraiment et à la naissance même de cette idée en Afrique, avec nos intellectuels de premier rang, juste au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Les Senghor viendront après, dans le domaine maintenant des études de lettres, de la littérature. Une nouvelle jeunesse va prendre le relais. Les Aimé Césaire et autres. Tout à fait. Vers les Maria Mobay et jusqu'à nos jours. Donc voilà, en quelque sorte, comment l'idéologie et les objectifs du panafricanisme évoluent en fonction des siècles. Eh bien, comme l'a dit Diderot, chaque siècle a l'esprit qui le caractérise. Tout à fait. Et l'esprit du nôtre semble être, n'est-ce pas, celui de l'autonomie, de l'indépendance et de l'autodétermination. Ça, c'est important. Alors, la première conférence panafricaine s'est tenue à Londres, comme vous venez de le dire tout à l'heure, et plusieurs autres ont eu lieu au fil du XXe siècle à Accra en 1958, Dar es Salaam, Tanzanie, en 1953. Alors, n'est-ce pas, ces rencontres ont été l'occasion de discuter alors, de la lutte pour l'indépendance, de l'émancipation économique et sociale, ainsi que la nécessité de créer des institutions panafricaines. Bien sûr, hein, c'est là où on a commencé d'ailleurs à connaître nos premiers échecs. Tout à fait. Parce que lorsque maintenant il a s'agit, et il s'agit maintenant de l'indépendance, écoutez, c'est là où maintenant et le bas commence à blesser, hein, parce que c'est là où les divergences idéologiques commencent à venir avec l'idéologie des socialistes, des communistes, des marxistes, hein, voilà, les totalitaristes, hein, les despotes même, les despotes, hein, tout à fait. avec les Mobutu et consorts. Donc, nos premiers échecs commencent maintenant au moment où l'Afrique accède maintenant à l'indépendance. Maintenant, le nègre doit s'autodéterminer. Nous devons mettre nos propres politiques de développement, d'où le panafricanisme économique. Tout à fait. Nos aïeux avaient voulu conjuguer les pays pour en faire une seule fédération. Ce fut l'idée même de Cheikh Anta Diop. Si vous voyez l'idée de Modibo Keïta n'était pas d'avoir des micro-États. C'était Houphouët-Boigny qui blessait un peu la stratégie
des réels panafricanistes, les Sékou Touré, les Modibo Keïta, les Kérékou de Togo. Tout à fait. Et ces gens-là avaient voulu regrouper les pays et en faire un seul, et même les Thomas Sankara. Une seule entité. Maintenant, Houphouët-Boigny, je me rappelais de sa fameuse phrase, que la Côte d'Ivoire ne sera pas la chef nourricière des autres pays du Sahel qui n'ont que le désert. Alors qu'il ignorait que le sous-sol sahélien vraiment est tellement riche. Voilà, est une mine d'or. Est riche en ressources. Mais bien sûr, tout ce dont l'humanité a besoin se trouve au Sahel. Parce que le Sénégal même est un pays sahélien. Donc, nos premiers échecs ont commencé depuis que le nègre a accédé maintenant à l'indépendance. Mais est-ce qu'il n'y a pas la main du blanc dans cette affaire-là? Ça a toujours été comme ça. Ils ne nous ont jamais lâché prise. Parce qu'après l'impérialisme, dès qu'on a compris l'impérialisme, ils sont passés de l'impérialisme maintenant à la colonisation. Dès qu'on a compris la colonisation, ils sont passés maintenant à la décolonisation avec une indépendance relative, vraisemblable. Et lorsqu'on a compris maintenant qu'il ne s'agit plus maintenant d'une indépendance, nous sommes toujours attachés au cou, et c'est là c'est aujourd'hui. Et vous les entendez parler, ils commencent maintenant à comprendre que ces gens-là ont compris que nous sommes dans une néocolonisation. Maintenant, il faut changer de démarche. Donc, si le blanc est intelligent, pour changer de méthode à chaque fois qu'on a compris une méthode, alors nous aussi, nous devrons avoir la grandeur d'esprit de conjuguer nos amours, notre fraternité, notre solidarité, notre africanité, pour en faire un seul et même amour. Donc, cette ère de l'indépendance a été vraiment les premiers échecs de l'idée même et de l'amour même du panafricanisme. Mais même le père du panafricanisme africain, comme vous venez de le dire, Kwame Nkrumah, mais a été déposé chez lui-même, au Ghana. Parce que le blanc a tout fait pour jeter en pâture et Kwame Nkrumah, fatiguer Modibo Keïta au Mali, l'emprisonner jusqu'à sa mort, assassiner Sékou Touré de l'autre côté, brimer Mamadou Dia de l'autre côté, assassiner Thomas Sankara, assassiner Lumumba, assassiner Kérékou, et maintenant il ne restait que les valets de la France. Senghor, comment s'appelle même Houphouët-Boigny, Omar Bongo, voilà les trois grands crocodiles qui ont vendu l'Afrique. Et leur comportement a fait échouer les idées panafricanistes pures et dures des Kwame Nkrumah, des Lumumba et autres. Alors, maintenant, le panafricanisme aujourd'hui, il y a les jeunes générations africaines, en particulier à travers les réseaux sociaux, utilisent des idéaux panafricanistes pour revendiquer une plus grande justice sociale et un développement économique durable. Qu'en dites-vous? Ah mais bien sûr, parce que, comme je le disais, chaque époque a l'esprit qui le caractérise. Tout à fait. Et depuis les échecs de 1960, l'Afrique a traîné cet échec depuis des décennies jusqu'à nos jours. Et c'est aujourd'hui qu'une nouvelle ère, avec ce nouveau vent qui souffle en Afrique, avec cette nouvelle génération décomplexée, avec le net, qui a un réseau de contestation indélébile, qui est le net aujourd'hui. Et aujourd'hui même, je crois que l'Occident même regrette d'avoir mis à la disposition du nègre le net. Parce que le net aujourd'hui a participé à vulgariser cette idée panafricaniste de notre manière. Parce que chaque siècle a l'esprit qui le caractérise. Et une tempérance qui le caractérise. Si vous vous rappelez l'idée panafricaniste du XXe siècle, ce fut les poètes de la négritude, de la manière la plus belle. Ils sont accédés, ils sont parvenus quand même à amener des victoires avec cette méthode de combat. Mais de nos jours, il ne s'agit plus de la plume, il ne s'agit plus du verbe, mais c'est le moment de l'action. Et cette jeunesse a compris qu'aujourd'hui, si je ne mets pas de l'action, si je ne fais pas l'action, je vais subir l'action. Il vaut mieux faire l'action, exprimée par le verbe, n'est-ce pas? C'est ce qu'on enseigne aux enfants à l'école. Que de subir l'action. Le sujet fait l'action. Mais aujourd'hui maintenant, avec ce réseau de contestation moderne, avec les Kémy Séba, les Nathalie Yam, avec les Franklin Niamsi, le Ballet citoyen de Burkina Faso, le M5 du Mali, Sénégal avec les Yanamar, les Guy Marius Sagna, ils ont tous, surtout les Yanamar. Je vais me profiter vraiment de cette occasion pour féliciter l'ingéniosité sénégalaise. Nous avons notre part dans cette révolution africaine. Parce que si vous vous rappelez, depuis le temps de Wade, Yanamar a commencé avec cette idée de contestation. Au moment où en Afrique, il n'y avait pas trop d'activistes, il n'y avait pas trop de mouvements citoyens qui ont de la valeur ajoutée
dans la démocratie de leur nation. Tout à fait. Et après avoir fait ses preuves au Sénégal, le mouvement Y en a marre a inspiré l'Africain de l'Ouest, a inspiré l'Afrique dans sa totalité. Et c'est en s'inspirant de l'expérience de Y en a marre que le ballet citoyen est né au Burkina Faso, qui a fini par déposer le président Blaise Compaoré. Tout à fait. Nous avons des victoires aujourd'hui par notre méthode de contestation. Et c'est ce qui a fait naître aussi le mouvement du M5 au Mali. Parce que nous avons dit mouvement du M23. Eux, ils ont dit mouvement du 5, je ne sais pas quel mois. Tout à fait. Et ils ont imité la méthode de Y en a marre. Ils sont parvenus à déposer un président pour laisser venir des militaires panafricanistes. Nous reviendrons sur ça. Mais pour l'instant, voilà ce que je voudrais dire de l'apport de Y en a marre dans la révolution actuelle de l'Afrique. Mais pour le cas de Y en a marre, on ne les voit plus sur la scène politique. Alors, cette absence-là, c'est dit à quoi réellement? À l'usure. À l'usure. Parce que les membres de Y en a marre n'ont pas pensé à perpétuer le mouvement. Maintenant, ils sont partis en rang dispersé maintenant. Sûr, parce que, écoutez, quand on est jeune, on a le temps, on a la santé, on a la tranquillité d'esprit, on a l'énergie pour se sacrifier à des tâches. Mais à un certain moment de notre vie, on a 2 femmes, on a une femme avec des enfants, on a des responsabilités, on a le souci du lendemain de notre famille. Il faut penser à recruter des jeunes encore plus compulsifs que nous pour leur permettre de prendre la régence et de continuer la suite. C'est ce qu'ils n'ont pas fait. Les premiers yanamaristes ont eu après des ambitions politiques comme Fadel Barro, des ambitions politiques comme Kilifeu de Kerdjibou Kaolack. Ils ont eu des ambitions politiques comme le dernier coordinateur là, Aliou, je ne sais pas, Aliou Diédou ou Aliou Sané. Aliou Sané. Aliou Sané. Aliou Sané, oui, c'est Aliou Sané, tout à fait. Qui était emprisonné là. Lui aussi, il avait des ambitions politiques. Tout à fait. Mais ils ne sont pas parvenus à continuer cette idée panafricaniste. Aujourd'hui, c'est le moment du panafricanisme. Il faut sortir de nos frontières. Et je me profite pour parler de vous, les journalistes sénégalais. Il faut nous aider à sortir de nos frontières. La politique ne se limite pas au Sénégal entre les personnes. Parlons de l'Afrique. Parlons de l'avenir de l'Afrique. Parlons des politiques de développement africain. Parlons des politiques de solidarité, des politiques de fraternité. Parce que c'est la première victoire du panafricanisme, l'Union africaine. L'Union africaine est la preuve matérielle du panafricanisme. Et après la CEDEAO, et après la CEMAC, et après. Nous sommes parvenus à nous regrouper. Des dizaines d'États, d'autres des quinzaines, d'autres des dizaines, se regroupent pour avoir au moins une organisation où ils vont valoir leur solidarité, ils vont valoir leur identité, ils vont essayer d'avoir un cadre économique où nous allons s'épauler, s'échanger des richesses naturelles, s'échanger des citoyens, de la matière grise, de la connaissance, de la culture. Regarde aujourd'hui comment la culture africaine commence à rayonner dans le monde. Les gens n'ont pas cette analyse encore approfondie. Mais nous, les panafricanistes, nous ne laissons rien qui vient du nègre. Regarde aujourd'hui, parlons un peu de la musique. Je me demande même que serait le monde sans la musique. Parlons de la culture africaine, qui est souvent émotionnelle, qui dérive de la chanson. La chanson, même quand on travaille, on a l'habitude de chanter en travaillant pour nous donner du courage, pour nous rappeler de la bravoure de nos ancêtres. Et aujourd'hui, regarde la danse africaine, le Mapouka. Regarde le Mapouka aujourd'hui. Même les Américains imitent la danse africaine dans leurs clips. Le Zoulou. Mais bien sûr. Tout à fait. Le rythme africain. Le rythme aujourd'hui, l'Africain domine le monde avec la danse africaine. Mais c'est encore une victoire du panafricanisme. Aujourd'hui, notre polygamie même est en train de s'imposer à la perte maintenant de ces banalités d'homosexualité et de QGB. Aujourd'hui, nous n'avons pas le complexe de nous affirmer. Aujourd'hui, regardez nos dirigeants africains. Aujourd'hui, quiconque ne répond pas au nom du panafricanisme, tu es lynché dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, même le président tchadien, vous avez vu, il est obligé de faire 360 degrés pour revenir à l'idée panafricaniste et chasser les France du Tchad et commencer maintenant à s'imposer. Voilà ce que la jeunesse demande aujourd'hui. Tout à fait. Dans le parfum toujours du panafricanisme. Alors présentement, le panafricanisme
a complètement changé même de visage en Afrique. Alors, on voit même des chefs d'État qui se réclament panafricanistes, comme, je peux en citer, Ibrahim Traoré du Burkina Faso, Assimi Goïta du Mali et Abdourahmane Tiani du Niger. Alors, le contexte change de camp avec des militaires au pouvoir, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, mais je voudrais faire un contexte historique de ces trois individus que vous avez cités. Allez-y. L'histoire ne ment pas. Et c'est aujourd'hui que j'ai cru au déterminisme, que l'homme est déterminé par le sang ou par l'hérédité ou par le milieu. Et surtout en Afrique. Parlons d'Assimi Goïta. Prenons les Goïta. Qui étaient les Goïta? De fervents guerriers du Mandé. Prenons les Traoré, des fervents guerriers de l'Empire du Mali. Tout à fait. C'est les Traoré qui ont fait l'Empire de la Casamance. Le savez-vous? Avec Famakan Traoré, le général de Sundiata Keita qui avait aidé Sundiata à battre Soumaoro Kanté à la bataille de Kirina près de Koulikoro en 1232. Et 2 ans plus tard, Sundiata déclare la Déclaration universelle des droits de l'homme à Kouroukanfouga et les Français vont nous choper ce privilège pour parler du 18e siècle. Alors que nous, depuis le 13e siècle, l'empereur Sundiata Keita a déclaré à Kouroukanfouga les droits universels de l'être. Il a banni dans le Mandé qui s'étend de l'empire Soso, actuel Burkina, du Massina, les Peuls du Massina, les Sierra Leone, l'empire du Soso, Conakry et Sierra Leone, et jusqu'à Guinée-Bissau. Vous prenez l'empire du Gabou qui s'étend de la Guinée-Bissau, toute la Casamance jusqu'en Gambie, et le premier Boursine sort de l'empire du Gabou. C'est Mansa Wali. Le John, il l'a pris juste pour se conformer à la société sérère. Mais c'est Mansa Wali. Tous les noms des rois du Gabou avaient le nom fétiche Wali. Mansa veut dire le roi. Donc le roi Wali. Donc vous voyez, et puis c'est les ancêtres d'Ibrahim Traoré qui ont fondé le royaume, moi de mes ancêtres, en Casamance. Donc prenons les Goïta aussi. C'était de fervents guerriers. Prenons maintenant les Doumbia dans l'empire Wassoulou. Prenons maintenant les Sonko dans l'empire du Gabou. Savez-vous que les Sonko étaient ceux qui réclamaient les impôts dans l'empire du Gabou? Je me rappelle, les griots disaient, et il a dit Sonko ben Kanina, il m'a dit Sonko ben Kanina. Cela veut dire, madame, tu payes, Sonko te réclamera. Tu ne payes pas, Sonko te réclamera. Et c'est une chanson qui dure de très longtemps. Mais bien sûr, très longtemps dans l'empire Gabou. Le Gabou, c'était vers le 15e siècle. 14e, 15e siècle. Et ça, il faut que les gens sachent que, alors, si ces autorités-là viennent aujourd'hui pour défendre le panafricanisme, ce n'est pas le fait du hasard. Mais bien sûr. Regardez, Bassirou et Diomaye. Diomaye était un Sérère. Mais c'était les ancêtres de Sonko qui étaient venus vers la Casamance en passant par la Gambie. Ils sont arrivés vers Kaffrine. Kaffrine veut dire en manding, on s'assoit et on détache. On se détache. Ouais, Kaffrine. Cela veut dire détachons. Ok. C'est là-bas, c'est Kaffrine qui était la zone tampon entre le Sine et l'Empire Gabou. Maintenant, regardez, les Malinké sont venus au Sine. Ils ont trouvé les ancêtres de Bassirou Diomaye. Ils ont cohabité, ils ont demandé des terres. Les parents de Bassirou Diomaye leur ont donné des terres. Ils se sont installés, ils se sont conjugués pour donner naissance au Lébou d'aujourd'hui. Mais regardez maintenant, aujourd'hui, l'histoire qui se redessine avec les réseaux de contestation de ces 3 militaires. Madame, l'histoire ne ment pas. C'est le Gabou qui réclame son identité particulière en Afrique, de sa grandeur d'antan, de son honneur historique. Aujourd'hui, maintenant, ces 3 militaires commencent à s'affirmer et à dégager l'idéologie même du panafricanisme. Mais maintenant, ceux qui parlent de putschistes, moi je ne crois pas aux putschistes, parce que ce sont des démocrates qui ont vendu l'Afrique. Tout à fait. Ce sont nos démocrates qui ont vendu nos pays. Depuis l'indépendance, ce sont les présidents élus démocratiquement, alors qui n'ont rien fait pour l'Afrique. Senghor est un doctorat, les autres sont des agrégés, c'est eux qui ont vendu nos pays. Et maintenant, ces militaires sont venus pour nous reprendre notre pays et nous le rendre. C'est ça l'idée du panafricanisme. Mais maintenant, qu'ils soient venus par coup d'État ou par élection, cela nous importe peu. Ce qui nous importe, c'est la condition de vie
des Africains. Tout à fait. C'est la réappropriation de nos richesses, de notre culture, Ouais. de notre identité africaine, de notre richesse africaine, de notre solidarité africaine. Et c'est ce que les militaires commencent à montrer à leur peuple. Parlons un peu de Ibrahim Traoré, juste une minute, Allez-y. pour parler de la révolution qu'il a faite au C'est Burkina Faso. important, je vous donne Regardez, assez largement le temps de... Est-ce que vous savez que les démocrates qui étaient au Burkina Faso, depuis Blaise Compaoré qui était totalitaire, mais après Blaise Compaoré, tous ceux qui étaient là-bas, l'armée burkinabé, madame, et 5 militaires se partageaient une seule Kalachnikov. 5 militaires. 5 militaires se partageaient une seule arme. Voilà pourquoi il était étonnant d'entendre que des groupuscules de rebelles sont venus dans un camp militaire et faire décamper des militaires. C'est excellent. Voilà ce qu'il expliquait. Le président lui-même le disait. C'était catastrophique. Voilà pourquoi moi j'ai pris le pays. C'est pour redonner au Burkina Faso son visage premier. Le pays des hommes intègres. Il crée en une seule année 25 bataillons équipés jusqu'aux dents. Chaque militaire détient 2 armes. Kalachnikov, munitions, pistolet de 12 coups. Gilet pare-balles, casque, tenue. Maintenant, les tenues sont confectionnées au Burkina. Hein. Tout à fait. Il faut consommer local. Il a mis en place une usine de coton où maintenant les habits seront confectionnés au Burkina. Tout à fait. Donc, en quelque sorte, voilà pourquoi aujourd'hui, on n'entend plus parler des attentats terroristes. Il a acheté des douzaines de drones de guerre, n'est-ce pas, en Turquie, en Russie. Aujourd'hui, ces pays-là sont forts en matière militaire. Comment comprenez-vous? Au Mali, il y a la MINUSMA, l'armée onusienne. Il y a Takuba, la force européenne. Il y a Barkhane, la force française. Il y a G5 Sahel, composé de Mali, Mauritanie, Niger, Burkina, Tchad. Mais comment des terroristes... Et que les gens ne parviennent pas à régler définitivement le problème. Mais c'est qui une manière... perdure. Mais voilà pourquoi aussi Assimi a pris le pouvoir. Parce qu'un jour, lui était un homme de terrain. Un jour, ils ont pris d'assaut Kidal pour repousser les terroristes de Kidal. Ils sont venus jusqu'à regarder Kidal en perspective. Ils ont reçu des ordres d'arrêter et de reculer. Alors qu'en ce moment-là, les terroristes étaient en débandade. Il fallait appuyer et en finir une bonne fois. Ils ont reçu de l'ordre de l'armée française de ne pas avancer. Si vous avancez, nous tirons sur vous. Alors donc peut-on parler de complicité de l'Occident alors qui enflamme et qui recule, qui montre un autre visage aux Africains pour dire que ce n'est pas eux. Ils viennent pour appuyer les Africains alors qu'ils sont là pour enflammer, pour pouvoir exploiter les ressources naturelles. Mais bien sûr, pourquoi ils ont tué Kadhafi? Pourquoi ils ont tué Kadhafi? C'est pour prendre les Nar Touareg qui étaient en Libye avec les armes de Kadhafi, entrer par le Niger. À l'époque, c'était leur valet qui était en Niger. C'était comment il s'appelait même, le président nigérien qu'on a déposé par un coup d'État, Mohamed Bazoum. Mohamed Bazoum. Mais qui disait même que les terroristes étaient plus forts que nos armées. Mais vous imaginez cette bourde d'un président de la République. Tout à fait. Mais c'était par le biais du Niger que les terroristes sont entrés au Mali, par le nord du Mali. Kidal qui est plus grand que le Sénégal, il faut le dire. C'est une région qui est plus grande que le Sénégal. Et seule l'armée malienne est parvenue à déloger les terroristes de Kidal. Et c'est là que l'hypocrisie algérienne est vue au grand jour. Ndekete, Algérie était complice du terrorisme avec les Français parce que c'était la base arrière des terroristes de Kidal. Le problème était très complexe. Mais on commence à voir. Donc ça veut dire que peut-on parler que le temps a sonné pour que maintenant l'Afrique prenne son destin en main. Mais l'Afrique est en train de le prendre. L'heure a déjà sonné. Et je crois que Sonko a donné le coup d'envoi depuis. L'heure a sonné et c'est vrai. Regardons, c'est d'abord en Centrafrique. C'est d'abord en Centrafrique que les Français sont délogés. Tout à fait. Eux, ils sont partis. Et après, c'est le Mali. Ensuite, c'est le Burkina. C'est le Niger.
c'est le Gabon, l'AES. c'est le Tchad aujourd'hui. Oui. Et le Sénégal est là encore. Oui. Bientôt, la CEDEAO sera qu'un mauvais souvenir et on va passer à autre chose. Parce qu'actuellement, cette révolution ne peut plus s'arrêter car la jeunesse a compris. Car des présidents jeunes arrivent au pouvoir, des activistes jeunes, une nouvelle idée jeune, une nouvelle forme d'expression renouvelée est née et on ira jusqu'au bout. Inch'Allah. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de Sonko. Alors, sans transition, on va parler du Sénégal. Alors, au Sénégal, Ousmane Sonko n'a pas incarné des idéaux panafricanistes, mais patriotiques, si je ne me trompe. Alors, selon vous, quelle est la différence entre le patriotisme et le panafricanisme? En réalité, il n'y en a pas. En réalité, il n'y en a pas. On ne peut pas être panafricaniste et ne pas être patriote. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être patriote en Afrique et ne pas être panafricain. Ce n'est pas possible. Car le patriote n'est rien d'autre que celui qui aime son pays. Et le panafricanisme aussi prône pour l'amour de son pays, l'amour de sa descendance, l'amour de son origine, de son continent. Voilà, et de son continent. Donc on peut dire que le patriotisme est une partie intégrante du panafricanisme moderne. Et d'ailleurs, Sonko est bel et bien un panafricaniste patriote, d'où le nom de son parti, Patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Donc tout patriote est un panafricaniste de nos jours et tout panafricaniste est un patriote. Maintenant, panafricaniste n'est pas forcément nationaliste. Nationaliste, tout à fait. Là, on reviendra. Pour égratigner un peu les nationalistes. Les nationalistes, tout à fait. Que j'aime bien, hein, je les adore bien. Parce qu'ils ne sont pas loin des patriotes. Ils sont juste plus vulgaires. Ils ne sont pas loin des patriotes. En tout cas, leur discours commence à prospérer. Mais bien sûr. Voilà. Mais bien sûr. Écoute, si le discours du patriote est vrai, écoute, le discours du nationaliste ne sera pas faux. Hein, parce que le nationaliste, c'est la partie vulgaire du patriote. Tout à fait. Vous voyez que comme le patriote est la partie vulgaire du démocrate, qu'est-ce qu'on disait de Sonko? Il est vulgaire, c'est un rebelle, il veut brûler le pays, il est là à dévoiler les secrets, il est arrogant, il est indiscipliné. Voilà, parce que le patriote boue plus fort que le démocrate. Et le nationaliste aussi boue plus fort que le patriote. Voilà pourquoi le patriote trouve les idées du nationalisme non fausses, mais excessives. Tout à fait. Si vous regardez la réponse de Ousmane Sonko même à Tahirou Sarr, Ousmane Sonko n'a pas dit le contraire de ce que Tahirou Sarr a dit. Il n'a fait qu'embellir, il n'a fait que donner à ses idées un manteau panafricain, un manteau fraternel, un manteau encore plus humain et plus amical. Voilà ce qu'on a fait, mais le patriote ne peut pas nier le discours du nationaliste. Non, parce que dit le nationaliste? Je veux que le Sénégalais soit le plus fort du Sénégal. Mais le patriote ne dira pas, non. Que veut le nationaliste? Que nous ayons nos propres entreprises, notre propre autonomie alimentaire, notre propre autonomie énergétique, autonomie technologique, autonomie éducative. Mais le patriote, c'est ce qu'il dit aussi. Maintenant, c'est la manière qui diffère. Parce que le nationaliste rejette un peu l'autre qui ne fait pas partie de lui. Ne lui donne pas totalement la latitude d'être fort devant son concitoyen. Alors que le patriote peut mettre son concitoyen avec un autre concitoyen en concurrence loyalement. Loyalement. Parce que le patriotisme aussi, c'est l'amour de l'autre. Surtout le patriote panafricain. C'est l'amour aussi de l'Africain. C'est l'amour de nos frères africains. C'est l'échange entre les Africains. Aujourd'hui et hier, une délégation gabonaise était là au Sénégal pour s'enquérir du parfum de notre démocratie, de la richesse de notre démocratie. Et bien c'est ça l'idée du patriotisme panafricaniste. Le patriotisme panafricaniste, c'est ça. C'est l'amour de soi et l'amour de l'autre. Car mon amour et ton amour vaut mieux que mon amour seulement. Vous voyez? Donc c'est ça l'ingéniosité patriotique de nos jours. Et c'est ce que Ousmane Sonko, même dans l'opposition, a voulu vendre aux Africains, l'a vendu et les Africains l'ont acheté. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'homme le plus populaire du XXIe siècle. C'est le politicien le plus populaire du XXIe siècle et le panafricaniste le plus populaire du XXIe siècle. Voilà pourquoi le Sénégal d'aujourd'hui fait peur à la France. Tout à fait. Fait peur à la France. Il faut regarder le discours de Bassirou comme c'est développé. On reviendra sur ça. Comme c'est développé on reviendra sur ça. Peut-être toujours dans le cadre du nationalisme. Alors, peut-on taxer des nationalistes de xénophobes?
Non, xénophobes, ce serait trop. Moi, je dirais que ce serait trop de dire que ce sont des xénophobes, à moins de les voir à l'acte. Mais ce qu'ils disent n'a rien à voir avec la xénophobie. C'est-à-dire, tu es venu chez moi. Mais est-ce que ça peut inciter à la xénophobie? Mais bien sûr, si on n'aide pas l'idée à se contextualiser, à se comprendre comme l'idée l'a voulu, ça peut entraîner des dérives. Tout à fait. Parce que ça peut permettre aux esprits malveillants de pervertir les propos et d'en faire une bombe à retardement. Mais si nous considérons les mots à leur simple définition, c'est-à-dire, je suis chez moi, tu veux venir chez moi, je dois savoir qui tu es, d'où tu viens, qui est ton père, qui est ta mère, quelle est ton adresse, d'où tu viens, que sera ton adresse chez moi, que viendras-tu faire, qu'est-ce que tu sais faire. Voilà ce qu'on doit savoir de toi. C'est pour ta sécurité et la sécurité de mes enfants que tu trouveras à la maison. Mais la maison qui t'a accueilli, que serait le père qui laisse sa porte grandement ouverte? Quiconque entre, il ne le sait pas. Quiconque sort, il ne le sait pas. C'est le père le plus naïf. Il faut le dire. Maintenant, il ne s'agit pas de dire que tu ne trouveras pas de l'emploi chez moi, non. Tu ne trouveras pas une maison chez moi, non. Tu ne trouveras pas la paix chez moi, non. Il suffit juste de régulariser les étrangers, que chacun sache où se trouve ma place, où commence ma liberté, où s'arrête la liberté de l'autre, et qu'ensemble, nous puissions vivre africainement. Tout à fait. Et ça, c'est important. Alors, Sonko appelle à un esprit patriotique devant un pouvoir incarné par le président Macky Sall, après 12 ans de règne. Les Sénégalais souffrent sur tous les points. Alors, un bon stratège politique, le duo Diomaye-Sonko a maintenant tout à sa possession, parce qu'il a la présidence de la République, la majorité à l'Assemblée nationale. Il contrôle maintenant l'exécutif et le législatif. Les Sénégalais leur ont tout donné, n'est-ce pas? Ils n'ont plus droit à l'erreur maintenant. Non, maintenant, il ne reste que travailler. On a tout maintenant, tout nous a été donné. L'Assemblée nationale, l'exécutif, tous les pouvoirs aujourd'hui sont à notre merci. Et maintenant, il ne reste que l'exécution du programme Sénégal 2050. D'abord Sénégal 2029, ensuite Sénégal 2035 et enfin Sénégal 2050. On a tout pour être riche, on a tout pour se développer, on a tout à notre merci. Vraiment, il n'y a plus d'excuses. Et je sais que ces gens que nous avons devant nous vont travailler parce que les idées sont claires, parce qu'ils n'ont plus le droit de faire une erreur, parce que leur erreur sera fatale pour l'Afrique. Il y a toute une génération africaine qui regarde la dirigeance de Bassirou Diomaye Faye et l'exemplarité de Sonko, les actes de Sonko et le Sénégal de demain. S'il échoue, c'est toute une génération qui va partir à gauche. Nous n'avons pas le droit, après avoir échoué en 1960, aujourd'hui, 60 ans plus tard, 64 ans plus tard, on ne doit plus échouer. Car le colon lui-même, l'impérialiste lui-même, sait que de nos jours, il n'a plus le choix. Il faut qu'il change de méthode. Parce que le Sénégal a déjà pris un autre cap. Hein? Ouais. Parce que si vous voyez la stratégie du duo Sonko-Diomaye, mais rassurez-vous, le Sénégal n'a jamais eu un tel duo. Un si parfait duo, on ne l'a jamais eu à la tête de notre exécutif. Pourtant, les gens pensaient au duo Senghor-Mamadou Dia. C'est pas pareil, là. C'est pas pareil. Hein. Qu'est-ce qui les différencie? C'est pas pareil. Qu'est-ce qui Parce les différencie? qu'ils n'ont pas d'abord les mêmes idéologies. Senghor et Mamadou Dia n'ont pas les mêmes idéologies, n'ont pas la même fréquentation, n'ont pas les mêmes croyances. Et Senghor était un fils du blanc, noir fils du blanc, qui disait même que pour qu'il ait une bonne inspiration, il faut qu'il soit à France, chez lui à Versailles. Maintenant, ce n'est pas pareil. Senghor qui n'a pas voulu se présenter ici, avec le discours de Gaulle en 1958 ici, c'est Valdiodio Ndiaye, je crois. Ouais. C'est Valdiodio Ndiaye qui a pris son courage en deux mains. Il fallait écouter son discours. Pourtant, il nous l'a dit dès lors. Il a fait savoir aux gars que ce projet de loi que De Gaulle a amené ne nous laisse pas sans crainte ni inquiétude. Fin de citation. Ouais. Voilà ce que Valdiodio avait dit lors de la proclamation
de l'indépendance du Sénégal ici à Dakar. Mamadou Dia était absent. J'ignore vraiment la cause de cette absence de Mamadou Dia. Mais Senghor qui était président, lui, je sais qu'il n'a pas voulu affronter De Gaulle. Parce que Senghor n'était même pas d'accord pour l'indépendance. Il voulait l'accompagnement. Ouais, il voulait l'accompagnement avec les Gabonais de l'autre côté. Eux ne voulaient pas l'indépendance. C'était les Modibo Keïta, les Sékou Touré qui voulaient l'indépendance immédiate. Tout à fait. Alors Senghor, et le blanc a vu en Senghor une occasion d'arrêter l'idéologie de Mamadou Dia, qui était communiste, qui voulait faire des paysans les rois du Sénégal, les Richards du Sénégal, la locomotive du Sénégal qui devrait nous mener à l'autosuffisance alimentaire, à la sécurité alimentaire et à mettre fin au chômage de cette jeunesse qui explose. À l'époque, nous étions que 3 millions. C'était facile à régler. Voilà pourquoi quand Mamadou Dia est sorti de prison, il a versé les larmes. Il disait, je cite, je peux pardonner à Senghor le fait qu'il m'emprisonne. Mais comme j'ai vu le Sénégal, non, je ne peux pas le pardonner à Senghor. Le Sénégal a bien débuté. Pendant que l'Afrique brûlait, le Sénégal avait la tranquillité. Nous étions plus avancés que la Corée du Sud aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est la Corée du Sud qui nous fait des bateaux pour nous les vendre et pour qu'on puisse avoir la même. Il faut parler des 3 dragons, les 4 dragons de manière générale. Mais bien sûr, mais bien sûr. Maintenant, regarde ce que ces intellectuels africains qui étaient instruits, parce que c'est des docteurs, c'est des agrégés. Voilà ces gens-là qui ont accepté les accords coloniaux. Ce sont ces accords coloniaux qui ont plongé l'Afrique dans la misère, l'indigence et le calvaire. Tout à fait. Alors, il y a eu des promesses électorales qu'ils ont tenues. Alors, je suis sur la même lancée. Alors, il y a eu des promesses électorales qu'ils ont eu à incarner, à savoir la reddition des comptes, la loi d'amnistie. Est-ce qu'ils ne doivent pas aller maintenant plus vite, régler ces dossiers-là, pour au moins rendre justice aux Sénégalais? Mais bien sûr, seulement il y a des priorités qu'il faut savoir. Actuellement, nous n'avons pas de budget. Voilà pourquoi nous avons nommé cette année l'année zéro. Parce que nous essayons juste de jalonner avec le budget de Macky Sall. Ils nous ont refusé la loi de rectification, l'orientation budgétaire. Ils nous l'ont refusé parce que sinon, on allait recadrer le budget pour l'adapter avec notre plan Sénégal 2029. Mais ils nous l'ont refusé. Alors on n'a pas le choix. Il faut qu'on accélère les procédures pour avoir l'Assemblée avant la première semaine du mois de décembre et rapidement voter le budget de 2025. D'ailleurs, le décret a été sonné, a été signé. Bien sûr. Je pense que l'installation de l'Assemblée nationale, c'est pour le lundi. Ce qu'on dit, les priorités se trouvent dans des besoins prioritaires. Pour l'instant, le budget 2025 est d'une importance capitale pour le projet. Tout à fait. Parce qu'on l'a commencé avec les paysans. Je ne sais pas si les Sénégalais regardent le cap que nous avons pris. Parce que nous voulons d'abord mettre un cap extrêmement fougueux sur l'agriculture et la transformation. C'est une manière de contourner les accords coloniaux. Je sais que ça ne va pas plaire à la France, mais nous, on s'en tape. Nous allons tout droit vers l'agriculture et l'autonomie alimentaire. Nous savons combien de pommes de terre sont exportées avec le ministre Mabouba Diagne qui explique les chiffres comme une chanson. Donc voilà, en matière d'oignons, en matière de pommes de terre, d'arachide. Vous avez vu aujourd'hui, cette année, on a interdit l'exportation de l'arachide. On ne badine pas. C'est des patriotes qui sont arrivés au pays. La richesse du pays, Inch'Allah Rabbi, c'est le pays qui s'en profitera d'abord. Ensuite Afrique, enfin le monde. Aujourd'hui, on a interdit l'exportation de l'arachide. On a augmenté le prix de l'arachide comme jamais au Sénégal. Tout à fait. Les gens vont voir 25 francs d'augmentation. Mais nous avons besoin de 50 000 tonnes d'arachide. Multiplie les 50 000 tonnes d'arachide fois 25 francs. Ça te donne 15 milliards de francs CFA. C'est énorme. Qu'on a distribué aux paysans, histoire de booster leur manne financière. Parce qu'aujourd'hui, le paysan qui cultivait à main pouvait passer de la main peut-être au bœuf. Celui qui cultivait avec les bœufs pourra passer des bœufs aux motoculteurs, les motoculteurs aux tracteurs. Parce que nous voulons industrialiser ce pays. Voilà pourquoi nous avons activé les 5 Sonacos.
Le dernier conseil des ministres, vous avez vu 2 bouteilles d'huile sur la table, confectionnées par la Sonacos. Parce que cette année, on ne badinera pas. Il n'y a aucune graine d'arachide qui va sortir au Sénégal. Tout sera transformé au Sénégal avec les bénéfices qui s'y trouvent. Regarde maintenant, ça va créer des emplois directs. Parce que la Sonacos de Ziguinchor a recruté plus de 200 employés. Et les 5 autres, ça fait 200 fois 5. Voilà, et un peu partout. Donc, regarde les emplois indirects. C'est-à-dire, les grossistes vont venir prendre. Les détaillants vont venir prendre. Les transporteurs vont prendre leur part du marché. Les dockers vont prendre leur part du marché. Les petits transporteurs de motos, tricycles, etc. vont prendre leur part du marché. Tout à fait. Parce que les détaillants vont commander dans les grossistes. Tout à fait. Et le transport sera assuré par les tricycles. Ce sera une chaîne. Mais c'est cette chaîne de valeur que nos autorités ont toujours manqué. Ce n'est pas parce qu'ils ne le savent pas. Parce que c'était interdit. Ou bien ils n'ont pas la volonté de... Non, pas la volonté, ils l'ont. Mais c'était interdit par les accords coloniaux. Si vous avez lu les accords coloniaux, vous allez comprendre immédiatement pourquoi l'Afrique ne s'est jamais développée. Je vais dire l'Afrique de l'Ouest que je maîtrise plus. Tout à fait. Parce que l'Afrique maghrébienne, ils sont partis parce qu'ils ont compris. Ils ont créé leur propre monnaie, ils ont transformé, cultivé, transformé, avoir de la valeur ajoutée, exporter, donner de la valeur à leur monnaie, et hop, le développement est parti par la devise étrangère. Mais regarde par la monnaie, comment la France pille les pays africains à travers le franc CFA. C'est une catastrophe historique. Mais comment on peut accepter que notre monnaie soit confectionnée ailleurs? Ça, c'est une erreur. Bon, une erreur, on va dire, un peu négligeable. Mais que la politique de cette monnaie soit assurée par un État colon avec qui nous partageons les bénéfices de cette monnaie. Par exemple, si aujourd'hui le Sénégal vend, par exemple, 100 tonnes d'or à la Russie, qui devrait nous donner, par exemple, on va dire 20 millions de dollars, il ne va pas nous donner les dollars. Hein? Il va passer par la France. Mais bien sûr, la Banque de France, il va donner les dollars à la Banque de France, qui va prendre les 20 millions de dollars pour dire maintenant à la banque, voilà, non, à l'usine qui fabrique le franc CFA dans un de ces villages, pour lui dire, il faut me faire des billets de franc CFA qui est équivalent de 20 millions de dollars. Ils vont nous donner ces francs CFA. Maintenant, les 20 millions de dollars, nous allons les partager à 2. La France va prendre 10 millions de dollars pour elle. Les autres 10 millions de dollars, nous avons droit à toucher que 22%. Le reste, c'est la France qui doit nous garder cela jusqu'à ce que la France sente qu'il y ait calamité en Afrique, qu'il y ait décadence, pour que la France décide. C'est la France qui décide. Hein? C'est la France qui évalue le problème, qui décide que c'est un problème qui mérite que je décaisse. Parce que l'épidémie était là, la Covid-19. Vous avez vu que la France n'a rien débroussé. Tout à fait. Et aujourd'hui, on s'interroge, est-ce qu'on pourra un jour récupérer ces miettes qui restent? Ce ne sont pas des miettes. Parce que depuis 1975 jusqu'à présent, nous déposons dans le trésor français à peu près, quand on prend les 50%, quand on enlève 22%, il va rester à peu près 28%, je crois. Il va rester 28%. Les 28% sont gardés par la France. Et la France revient avec cet argent pour nous le prêter sous forme de dette. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais voilà quand Sonko disait qu'avec cette monnaie, même si Dieu descendait ici un prophète, ça va, dans Sahara, ouais, tout tak. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors, je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons Youssouf Gassama, qui est un prof de lettres modernes. Il est analyste politique, chroniqueur, mais également panafricaniste. Alors, M. Gassama, le nouveau régime commence à poser des actes très salutaires. La fin du protocole d'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre la République du Sénégal et l'Union européenne. Quelle analyse faites-vous sur cette D'abord, je vois une hypocrisie occidentale. Oui. Ça se voit que le blanc ne change pas, seule sa langue change. C'est dans le roman de Ferdinand Oyono, une vieillard qui disait là-bas que mon enfant, un blanc ne change pas, seule sa langue change. Et ça, c'est vrai. Et il savait que l'Union européenne, parce que Sonko est un gars,
qui ne joue pas le jeu de l'hypocrisie. Oui. Il te dit ce qui est dans son cœur. Tout à Il fait. te dit ce qu'il fera. Et rien ne lui fera mentir. Oui. Et il a déjà tiré sur la sonnette d'alarme en disant que ces accords ne seront pas renouvelés. Parce que c'est des accords illégaux. C'est des accords qui ne nous profitent pas. Tout à fait. Mais 1 kilo de thon à 200 francs. À 200 francs, c'est excellent. Monsieur Diouf, Oui. 200. Tout à fait. Nous qui sommes là, qui devons consommer notre propre richesse, mais comment pouvons-nous... Est-ce qu'il y a un poisson qui existe que l'on peut acheter 200 francs ici, nous, au Sénégal? Actuellement, c'est impossible. Et pourtant, à l'époque, c'était possible, mais oui. Actuellement, c'est impossible. Alors que de l'autre côté, on prend de l'or maritime, qui est le thon, on vend le kilo, mais à 200 francs. Et lui, il vend le kilo à 10 000 francs. À 10 000 francs, c'est extraordinaire ça. Mais même pas 1% du prix. Alors, il savait que ces accords sont une catastrophe. Vous vous rappelez des combats de Guy Marius Sagna? Oui. Ça lui a valu des mandats de dépôt, Tout à fait. des arrestations. Des emprisonnements. Il ne voulait pas ces accords. Oui. Guy Marius Sagna avait déjà sonné la sonnette d'alarme avec son corps pour dire ces accords sont illégaux. C'est une catastrophe pour nos pêcheurs. Et voilà que les pêcheurs, et leur mer leur a été arrachée de force. Ils pêchent naturellement. Et le constat est là, la mer n'a plus rien. Les pêcheurs ne pêchent plus. Ils ne trouvent plus de poissons. Pour vous, qu'est-ce qui a multiplié la clandestinité? Parce que un pêcheur, ou bien un pêcheur qui n'a plus sa mer en possession, qui n'a plus son joujou qui est le poisson, mais qui sait naviguer, mais il prend sa pirogue et invite les passagers pour essayer de gagner sa vie. Et pourtant, chacun donne 400 000. Et pourtant, les Européens savent le véritable problème, le véritable tort qu'ils ont fait à l'Afrique. Mais quand même, si nous n'avons pas la grandeur de savoir que notre peuple souffre, mais l'Européen, tout ce qui me plaît sur l'Européen, il est prêt à mourir pour le bonheur de son peuple. Et pourquoi nous n'acceptons pas de mourir pour l'amour de notre peuple, pour la bienséance de notre peuple, pour la bonne vie de notre peuple. Regardez ces accords. Madame, ces accords retracent même, et ça pose encore une interrogation légitime. Est-ce que nous avons des dirigeants qui ont l'amour de ce pays? Mais comment un dirigeant peut prendre... Mais regarde l'histoire du terre. Mais regarde l'histoire du terre. Tu prends 2000 milliards. Mais regarde combien d'usines on pouvait créer avec 2000 milliards. Moi, je vois des industries au Mali avec 32 milliards d'investissement, avec 15 milliards d'investissement, des usines de coton qui sont confectionnées avec 15 milliards de francs CFA, 20 milliards, 30 milliards. Mais maintenant, regarde, dans 2000 milliards, nous avons combien de 35 milliards? Combien? Mais c'était suffisant pour booster l'agriculture. Au moment où tu dépensais 2000 milliards, tu ne pouvais même pas payer la dette des paysans qui sont ici au Sénégal. L'engrais est devenu cher. Tu ne payes pas la dette des paysans et tu hausses le prix de l'engrais, tu hausses le prix des semences. Mais c'est une manière de perpétrer ce qu'on appelle les accords coloniaux, qui consistaient à tuer l'agriculture industrielle et de laisser prospérer les agricultures familiales, qui ne servaient que de nourrir la famille, mais pas de servir, n'est-ce pas, le pays. Et comme nous devons acheter les produits finis européens, parce que sinon eux, ils ne peuvent plus importer. Parce qu'il faut que les Africains acceptent de cultiver sans transformer, de laisser l'Occident venir prendre le produit brut, de l'amener, de transformer le produit, de mettre de la valeur ajoutée et de nous les envoyer pour qu'on puisse se nourrir. Mais le nègre n'a pas le droit de se faire à manger. Il doit attendre qu'on cuisine tout et qu'on vienne le lui vendre 5 fois plus cher. Prenons le cas du café. Le café. Guy Marius Sagna, c'est ce qui a valu son agression au Togo. Le cacao. Mais prenons le cacao ivoirien, qui fait partie de la meilleure des qualités. De meilleure qualité. Après le Brésil, je pense. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas fabricant de chocolat. Mais comment c'est possible? Alors que c'est toi qui vends l'une des meilleures qualités du cacao. Le produit brut même. Oui, mais le produit brut, on prend 1 kg 200 francs à l'époque. Vers les années 2000, c'était à 200 francs le kilo.
Maintenant, regardant la valeur ajoutée. Le blanc prend le cacao, le kilo à 200 francs. Il l'amène chez lui, il transforme ça en café, par exemple. Nous, on achète ici une tasse de café à combien? 50 francs. 50 francs. Tu prends 4 tasses de café, c'est l'équivalent. Il y a même des vendeurs qui ne vendent plus 50 francs maintenant, c'est à 100 francs maintenant. La tasse, la petite. La petite maintenant, tasse. Prends la petite. 2 tasses est égale au kilo. Au kilo. Mais c'est absurde au fait. Ouais. Mais maintenant, qu'est-ce qui nous empêche de transformer? C'est la peur. Tout à fait. C'est l'égoïsme. Ouais. Parce qu'ils volent l'argent du pays. Et pourtant, on a l'expertise de faire la transformation. On a tout. Voilà. Mais pourquoi on ne le fait pas? Mais parce que nous avons des opportunistes à la tête de notre chaîne alimentaire. Des gens qui pillent le pays pour aller déposer leur argent volé dans les banques occidentales. Et aujourd'hui, tu n'oses pas les contrarier. Parce que si tu les contredis, mais bien sûr, ils vont geler tes comptes et tu deviens pauvre dès le lendemain. Ils vont te vilipender partout. Montrer que tu... Mais regarde ce qu'on a fait au président de la Guinée équatoriale. Mais c'est depuis qu'ils ont commencé à avoir des discordances dans les politiques intérieures et les politiques économiques qu'ils ont commencé à dire que c'est un voleur. Il a déposé des milliards ici, ils ont gelé son compte. Et quand on gèle son compte, on prend ton argent. Hein. L'argent va appartenir à la France. Voilà pourquoi la France laisse les Africains, les encourage même à piller le peuple pour venir le garder dans leur banque. Parce que si demain tu n'acceptes pas de faire ce qu'on veut, on te colle au motif, on gèle tes comptes, on verse ça dans le trésor français. Voilà pourquoi nos dirigeants ne veulent pas contrarier l'Occident. Parce qu'ils pillent le pays. Et c'est l'Occident qui le soutient dans cela. Bon, on se rappelle des diamants de Bokassa, hein, avec Jean-Bodel Bokassa. Oui, ces diamants qu'il donnait au président français là, à l'époque, François Justin Descartes. Justin Descartes, je crois. J'ai oublié son nom. Mais c'est après Pompidou. Celui qui est venu après Pompidou. Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing, voilà. C'est le président Giscard d'Estaing. Tout à fait. Avec les diamants de la Centrafrique. Et ce sont ces diamants même qui ont causé sa perte au pouvoir. Parce qu'après, lorsqu'il a déposé Bokassa avec l'opération Barracuda, qui a déposé Bokassa au moment où il était en vacances et en voyage chez Kadhafi, ils se sont profités, ils ont organisé l'opération Barracuda qui a déposé Jean-Bodel Bokassa. Et lui aussi, il était en colère. Il savait que c'est son ami français qui a fomenté le coup d'État. Et il a mis dans les médias toutes les preuves que Justin Descartes avait bénéficié des diamants. Donc voilà pourquoi nos leaders, nos ex-leaders, je vais le dire, parce qu'ils sont arrivés à leur terme. Maintenant, c'est une jeunesse qui balbutie et qui veut s'exprimer. Une nouvelle qui génération. s'exprimera parce que c'est notre époque. Et nous devons changer les choses. Nous ne devons pas faire les erreurs commises par nos ancêtres. Et c'est pourquoi Sonko avait refusé de subir ce que Mobutu a subi. Parce qu'il a compris que c'est la technique de l'Occident, c'est la technique du colon. On essaie de passer par des voies officielles, alors que vraiment nous savons que c'est une géopolitique mesquine qui n'est là que pour déstabiliser toute révolution qui naît en Afrique pour le bonheur du peuple. Et c'est pourquoi Sonko a appelé à la résistance. On a résisté et on a vaincu le système qui était là. Et je crois qu'on a fait la levée du corps aux dernières élections. Et on va l'enterrer quand est-ce on l'a déjà enterré. Depuis 21h. Et le 17, je crois que c'était le 17. C'était le 17 novembre. Le 17, du matin au soir, c'était la levée du corps de l'ancien système. Et dès 21h, on a enterré le système. Et maintenant, on passe au nouveau système panafricain. Le système panafricain, évolutionniste, révolutionnaire. Ok. Alors, donc, on peut dire que tout le malheur de l'Afrique, ce sont ses dirigeants, ses anciens dirigeants. Alors, pour conclure cette page-là. Alors, invité sur la chaîne France 2, Bassirou Diomaye Faye a été interpellé sur la présence de l'armée française au Sénégal. Il a répondu aux journalistes, est-ce que, en tant que Français, vous envisageriez de vous voir dans votre pays avec des chars, des véhicules blindés militaires partout de tenue sénégalais. Avec cette réponse, peut-on penser déjà au départ des bases militaires françaises
du Sénégal. Et c'est pourquoi cette question a été importante dans la bouche du journaliste. Parce il sait que c'est indélébile et c'est irrévocable. Oui. Ce fut notre politique. Et jusqu'à l'accession au pouvoir même, Sonko a continué de parler de l'illégalité des bases françaises au Sénégal et que ces bases ne doivent pas exister. Mais moi, j'apprécie un peu l'éloquence sénégalaise. Je crois qu'il n'a pas voulu être direct, vexé ou humilié. Il a utilisé, n'est-ce pas, une tournure qu'on peut même interpréter en figure de style pour lui faire savoir combien de fois l'installation de ces bases chez nous est une stupidité géopolitique, est une stupidité pour un État qui veut songer à l'autonomie, à l'indépendance, à l'autodétermination. Nous voulons s'assumer. Tout à fait. Nous ne voulons pas confier nos problèmes à autrui. Quelqu'un d'autre. Il n'y a pas un Papa Noël qui viendra développer le Sénégal avec son bâton de pèlerin. C'est nous les Sénégalais, avec nos djambars, qui ont marqué l'histoire de l'ONU dans le côté militaire. Je rappelle même que c'est Muntaga Diallo, le général Muntaga Diallo, en 1997, qui fut le premier noir à avoir dirigé une légion onusienne après la guerre du Libéria, après les prouesses de l'armée sénégalaise au Libéria, au Mali, à Dar es Salaam, un peu partout en Afrique, en Gambie tout récemment, en Guinée-Bissau. Savez-vous que c'est la gendarmerie sénégalaise qui garde le président Touadéra de la Centrafrique? C'est Macky Sall qui lui avait donné une garde présidentielle. Alors nous avons des hommes, des femmes, des intellectuels, des stratèges qui seront aptes à assurer la sécurité totale du Sénégal sur le plan militaire, sur le plan sanitaire, sur le plan alimentaire, éducatif, et partout nous pouvons nous autodéterminer. Voilà ce que le président lui a dit. Et je crois qu'avec cette tournure, qui voulait dire tout clairement que ce n'est pas possible, il voulait savoir comment on le fera. Et c'est ça le mystère sénégalais. Et l'envoyé spécial du président Emmanuel Macron et Michel, je crois, Bockel, Jean-Marie Bockel, Bockel, c'est l'envoyé spécial du président Emmanuel Macron qu'il a envoyé en Afrique pour faire une tournée. Tout à fait. Pour essayer de comprendre pourquoi on rejette les bases militaires françaises. Et ce gars-là, on ne l'a pas accepté au Sénégal. Et il se demandait pourquoi. Parce qu'il y a 300 soldats français ici au Sénégal. Mais lorsqu'il faisait sa tournée, moi je pense vraiment qu'il a demandé à venir au Sénégal, mais pour des raisons de contexte géopolitique. Tout à fait. Il a été interdit d'entrer dans le territoire sénégalais. Il est parti. D'ailleurs, ce n'est pas le moment d'ailleurs. Bien sûr. Et ça allait faire peut-être quelques grogne. Tout à fait. Et on a rejeté cette demande-là. Il est parti sans l'avis du Sénégal, sans savoir ce que le Sénégal prépare. Et c'est pourquoi lui-même a dit à l'occasion d'une émission que la position du Sénégal reste toujours floue. Ils l'ont appelé l'interrogation sénégalaise. Et Bassirou n'a pas voulu étayer cette interrogation. Il a laissé une réponse intelligente. Voilà, pour laisser faire l'Assemblée. Parce que, rien ne sert à être vulgaire. Je suis chez toi, monsieur Diouf. C'est toi qui me nourris. C'est toi qui me protège. Je vis sur ton toit. Mais as-tu besoin d'être vulgaire pour me remercier? Vraiment. Pour me faire sortir de chez toi? Mais tu peux le faire de la manière la plus humaine. Ce n'est pas interdit. Tout à fait. Même quand tu ne veux plus de ta femme, mais tu n'es pas obligé de te jeter par la fenêtre. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Tu peux même attendre au milieu de la nuit, lui préparer une belle voiture, qu'elle prenne ses bagages, tu lui donnes de l'argent de poche, et tu pries pour lui, pour qu'elle trouve la paix ailleurs. Et elle part, tu pars. Ça aussi, c'est une séparation. On n'a pas besoin d'être vulgaire dans la séparation. De brutaliser la personne, tout à fait. Ou bien l'humilier. C'est pourquoi Emmanuel Macron a rejeté un peu sa venue ici au Sénégal, parce qu'il craint un peu les réseaux de contestation avec les patriotes de nos jours. Parce qu'il a des services de renseignement avec l'ambassade française qui est là au Sénégal, qui peut lui donner des injonctions en lui faisant savoir que le contexte n'est pas approprié. C'est un domaine très sensible. C'est des tirailleurs sénégalais. Et c'est des panafricains et des patriotes qui sont venus au pouvoir, qui ne mâchent pas leurs mots. Qui ne mâchent pas leurs mots. Et c'est humiliant qu'un président vienne ici au Sénégal et qu'un leader décomplexé puisse prendre des discours fermes, des discours vraiment et sans langue de bois. On l'a même entendu à l'ONU. Alors, faire ce genre de discours-là, ça a fait un petit parfum, petit parfum du ton du Sénégal sur des affaires non négociables.
Ouais. Donc je crois, bon, il a eu l'intelligence. Peut-être c'est une vengeance un peu géopolitique, parce que Bassirou aussi a feinté un peu l'invitation à l'occasion du sommet de la francophonie. France-Afrique. De la francophonie. Moi, la dernière conférence de la francophonie. Alors que le Sénégal est pays fondateur de la francophonie. Sous l'égide de Léopold Sédar Senghor. Et ce fut une très grande humiliation diplomatique. L'absence du Sénégal à ce sommet de la francophonie. Et je crois que aussi c'est une réponse d'Emmanuel Macron. Et tu as feinté mon invitation, je vais feinter aussi ton invitation. Ça se passe dans la diplomatie. La réponse du berger à la bergère. Tout simplement. Mota Bassirou aussi a eu l'intelligence de donner une réponse intelligente, une réponse charmante et une réponse très responsable qui ne vexe personne, mais donne la logique et la légitimité. On comprend il a juste donné la logique du départ des Français et la légitimité même du départ des Français, et il a laissé l'interprétation maintenant aux uns et aux autres. Et les gens ont compris. Mais bien sûr. Voilà. Alors, le président Bassirou Diomaye Faye, on va changer un peu de sujet, mais restons toujours sur le président Bassirou Diomaye Faye. Alors, il a signé un décret fixant la date d'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, nouvellement élue. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre sur cette nouvelle législation? Et vraiment, c'est le point focal du projet. Oui. Parce que pour refaire un pays, il faut s'attaquer à ces institutions. Et les institutions sont sous l'égide des lois fondamentales qui font la charte de cette nation. Et le Parlement, c'est là où se parlemente l'avenir d'une nation. L'avenir d'une nation se discute à l'Assemblée nationale et s'exécute dans le pouvoir exécutif. Donc l'Assemblée va servir à cette nouvelle génération politicienne au pouvoir une sorte de transition, de sortir d'une ancienne gouvernance pour entrer maintenant dans une nouvelle forme d'expression de l'État. Tout à fait. Où nous voulons un État fort, un Premier ministre fort, ne l'oubliez pas. Et pour ce faire, il va falloir donner des projets de loi à l'Assemblée nationale qui vont diminuer le pouvoir du président de la République, qui consiste de protéger même le président. Nous, on ne sait pas que cette forme de gouvernance, le blanc nous l'a donné pour pouvoir pogner nos présidents. Mais c'est ça. Quand je prends tout le pouvoir, je le donne à quelqu'un. Pourquoi le blanc le fait? Et il ne l'a pas fait chez lui. Pourquoi il le fait? C'est facile. Si je veux contrôler le Sénégal, inutile de venir convaincre tout le monde. Tout à fait. Il suffit que je prenne le président en main et j'ai tout en main. Parce que c'est lui qui fait tout. Oui. C'est le dépositaire de tout. Oui. Tout ce qu'il veut, c'est ce qui aura lieu. Tous les droits donc, il suffit que je maîtrise. Tous les pouvoirs se regroupent sur il suffit que je maîtrise le président. Je maîtrise le pays. Et c'est tout simplement ce que la France a fait. Voilà pourquoi nous avons 214 entreprises françaises au Sénégal. Et c'est ce qui a créé même notre économie extravertie. Mais est-ce qu'il n'est pas temps de revoir également le statut du président de la République? Il a trop de pouvoir. Mais c'est ce que nous attendons. Bassirou l'a dit lors de sa première émission avec les journalistes sénégalais. Il aura bien sûr dit que j'attends l'Assemblée nationale pour de nouvelles lois. D'ailleurs, nous avons 187 projets de loi qui attendent. 187! Je dis projets de loi. C'est énorme. Parce qu'aujourd'hui, si nous voulons faire la réduction des comptes, il faut que ça passe par l'Assemblée nationale. Tout à fait. Parce que beaucoup de coupables sont des ministres. Et le président de la République lui-même. D'abord, pour diminuer les forces du président et pour augmenter les forces du Premier ministre, il va falloir passer par l'Assemblée nationale. Tout à fait. D'accord. Maintenant, pour faire des lois concernant notre autonomie, nous avons fait une loi d'abord sur l'autonomie économique. Madame, je ne sais pas comment on l'a appelé, mais c'est pour créer ce qu'on appelle le patriotisme économique. Une loi sur le patriotisme économique qui privilégie d'abord au marché public nos entreprises. C'est ce que la France refuse là. Parce que dans les accords coloniaux, il est bien sûr mentionné que la France est prioritaire pour tout le marché public. Ça, c'est Mota sa Sénélec moko yor, sa Orange moko yor, sa Ndox moko yor, Auchan c'est France, les routes c'est Auchan et c'est France. Partout c'est France. Même nos grandes surfaces, c'est France. Donc nous avons besoin de l'Assemblée nationale avec une nouvelle forme de députation. Nous voulons des députés qui ont des méthodes nouvelles. Voilà pourquoi nous n'avons pas attendu. Nous avons appelé tous nos députés à Saly pour commencer leur formation. Parce que nous voulons des députés
exemplaire. Et je crois que le discours de Sonko là-bas a été historique. C'est de dire aux députés, vous n'avez pas été élu pour une personne. Vous n'avez pas été élu pour Bassirou Diomaye Faye, ni pour moi-même qui vous parle. Vous les députés, aujourd'hui, devant les hommes et devant Dieu, vous êtes élus pour le peuple sénégalais. C'est le peuple sénégalais qui est votre patron. Alors toute loi que vous allez voter, regardez d'abord le peuple sénégalais. Si ça plaît à Ousmane et que ça dérange le peuple sénégalais, rejetez la loi. Je crois que cette franchise est le charme de Ousmane Sonko. C'est ce que les gens ne savent pas. Ils peuvent l'insulter. Si tu veux attaquer Sonko et avoir quelque chose, viens rationnellement. Les patriotes sont rationnels. Je te donne l'exemple de Tahirou Sarr. Comment Tahirou Sarr est venu et avoir plus de crédibilité même que les Bougane et les Pape Djibril qui étaient là. Parce qu'il n'est pas venu par stupidité. Il a posé un débat sérieux qui est vrai, qu'on ne peut pas nier. C'est ça la politique qui donnera aujourd'hui de la respectabilité à un homme politique. Nous avons dépassé l'ère des insultes. Nous avons dépassé l'ère des mensonges. Surtout quand vous êtes devant un peuple tellement éveillé, mûr, alors là, il faut tenir un discours, voilà. Sinon, vous risquez d'être sanctionné. Mais banal, parce que tu es stupide devant les gens. Tout à fait. Tu vas parler, on va t'écouter, hein. Mais toi, tu ne sais pas que on t'écoute pour se foutre de toi. Mais on ne t'écoute pas parce que voilà, tu développes des idées intelligentes. Mais regarde Tahirou Sarr. Tout à fait. Il est dans la coalition Diomaye, président Diomaye. Hein. Et il a surpris tout le monde. Mais bien sûr. En ayant au moins un député. Mais bien sûr. Et peut-être les années à venir, alors il aura mais regarde sa méthode. Plus que ça. Regarde sa méthode. Il ne s'est jamais réclamé hors du projet. Il réclame toujours le projet. Il dit toujours que je suis dans la coalition Diomaye président. Je suis toujours membre. Parce que par la députation, je suis juste sorti pour faire ma propre liste et être à l'Assemblée nationale, continuer à défendre le projet que nous avons tous défendu. J'ai été brimé pour ça. J'ai perdu des ailes dans ce combat panafricain-là. Alors ce n'est pas aujourd'hui que je vais me limiter. Bien sûr, ce sont des patriotes. Je suis un nationaliste. Le patriote ne peut faire qu'avec le nationaliste. Parce que leurs idées s'embrassent d'un côté, mais c'est la manière qui les diffère. Le nationaliste est un peu brutal et un peu strict. Et trop strict quoi. Alors le strict dans le domaine diplomatique, c'est perçu comme une vulgarité. Moi d'abord, le discours de Bassirou Diomaye Faye, il a tout fait pour ne pas vexer, pour donner des parfums de réflexion qui vont donner raison à ce qu'il veut dire, mais il ne le dira pas. C'est pour le charme de la diplomatie. Ne pas mettre mal à l'aise ton invité, ne pas mettre mal à l'aise l'autre. Mais c'est le respect de l'autre. Voilà ce qui fait la spiritualité même de notre projet. C'est le respect de l'autre. L'éducation traditionnelle. Mais regarde comment on est venu dans la politique. Mais avec des idées. En dénonçant les accords illégaux. En dénonçant les signatures farfelues. En dénonçant les dilapidations de deniers publics. Les détournements de deniers publics. Les injustices. La malgouvernance. Le favoritisme. Le gaspillage. Nous avons posé un débat. Et rapidement, on a mis en position ce qu'on appelle pétrole et gaz chronique d'une spoliation. C'était des interrogations, des critiques, des interrogations, des critiques, des interrogations. Les gens nous demandaient de la réponse maintenant à nos interrogations. En 2018-19, on a sorti ce qu'on appelle la solution, qui n'est qu'une suite de la chronique d'une spoliation qui s'interrogeait sur l'avenir du Sénégal. La solution est venue maintenant pour donner des réponses à l'interrogation faite dans la chronique d'une spoliation. Et dès qu'on a mis le projet dans son ensemble, on a pris une partie que l'on appelle les territoires du développement qui seront développés en 2022 aux élections locales. Avec le co-écrivain, c'est Bala Moussa Fofana et Ousmane Sonko ont écrit ce qu'on appelle les territoires du développement. Mais nous sommes venus par des idées. Nous avons proposé des idées, une façon de faire aux Sénégalais, une croyance, une droiture, une honnêteté. Jusqu'à ce que maintenant, cette honnêteté charme, n'est-ce pas, la pensée sénégalaise. Ils ont embrassé cette idée et les périmés ont cru que la politique d'hier pourra prospérer aujourd'hui. C'est-à-dire insulter l'autre, c'est-à-dire dire des commérages sur lui, maudire la personne pour le discréditer, alors qu'ils ne savent pas que cette technique est périmée. Loolu jeex na léegi il faut nga indi idée. boo nee diw dafa sàcc da ngay yëkkati preuve. Tout à fait.
tu mets la preuve sur la table, comme Sonko le faisait à l'époque. Quand il dénonçait, il ne dénonçait pas pour le plaisir. Il appelait au débat. Ils ont tous refusé. Personne n'a osé venir faire débat avec lui. Il a confectionné, ou bien il a créé une nouvelle forme d'expression de l'opposition. En mettant une œuvre devant les journalistes, devant les intellectuels, en appelant à une assemblée générale. Et il est là, avec le micro. Il attend les questions des pertinents journalistes et il répond. Ça, c'est une nouvelle forme d'expression renouvelée que les gens n'ont pas su reprendre parce que ça demande de la connaissance, ça demande de l'intelligence, ça demande de la formation et de la maîtrise du verbe et du public. Beaucoup n'en ont pas dans cette opposition-là. C'est pourquoi ils restent toujours fidèles à leur méthode d'insulte, de mensonges, de manipulation, parce qu'ils ne peuvent pas instaurer des débats d'idées. Regarde par exemple Bougane qui l'a essayé. Tu as vu les calculs qu'il donne de manière stupide dans les télés là. Mais parce que ce n'est pas ton habitude. Tout à fait. Mais c'est-à-dire il faut apprendre cette connaissance avant de devenir maître de cette connaissance. Tout à fait. Mais eux, comme ils n'ont pas cette habitude, même ils veulent charmer, ils veulent imiter à la Sonko. Maintenant, ils veulent emprunter la méthode de Sonko qu'ils ne maîtrisent pas. C'est là que je salue l'intelligence de Tahirou Sarr. Parce que lui, il n'a pas voulu copier Sonko. Mais il est venu tel qu'il est, avec sa propre méthode. Naturellement. Voilà, avec sa propre méthode. Et il a posé un débat que tout le monde peut vérifier. Et il a charmé une partie. Et les gens l'ont bien écouté. Mais regarde, moi-même, je suis patriote, mais il me plaît beaucoup. Tout à fait. Parce que je ne peux pas nier ses idées. Si je nie ses idées, je nie les idées de Sonko. D'ailleurs, il est la surprise de ces élections législatives. Mais bien sûr, et il va taper fort à l'Assemblée. À l'Assemblée nationale. Oui, il va taper fort. Certainement, il va taper fort là. On a besoin de lui, des gens comme lui à l'Assemblée nationale. Mais bien sûr, il va taper fort. Pour pouvoir faire imposer des débats d'idées, voilà, des débats qui prospèrent. Oui. Alors, M. Gassama, alors en tant que, là je vous pose cette question en tant qu'analyste politique. Alors, quel conseil donnez-vous à Ousmane Sonko sur le fait d'aller à l'Assemblée nationale ou de rester à la primature? Là, j'avoue que c'est une question dont la réponse charme beaucoup d'auditeurs, quoi. Mais ça sera vraiment la surprise de ces détracteurs. Si vous faites un petit constat, regardez tous ceux qui demandent Sonko d'aller à l'Assemblée nationale. Ce sont ceux-là qui n'ont jamais voulu de Sonko. Vous savez pourquoi? Ils veulent éloigner Sonko de Bassirou pour exposer Bassirou. Parce que comme c'est une force tranquille. Bassirou est réellement une force tranquille. Et puis, on ne l'attaque pas. Alors tout le monde mise sur Sonko. Il a l'attitude d'une vipère. Madame, il est là, joli, comme ça, calme. Tout à fait. Mais son venin peut faire tomber un peu. Madame, Bassirou... Méfie-toi de l'eau qui dort. Bien sûr. Parce que le problème de Bassirou, ce qu'ils veulent, ces gens-là, c'est de faire croire à Sonko que tu es plus en sécurité à l'Assemblée nationale, parce que là-bas, tu as un mandat de 5 ans. Le président ne peut pas te virer quand il veut, comme il veut, et où il veut. Tu vois. Maintenant, si tu restes Premier ministre, tu es fragile. Bassirou, il suffit juste un décret, il te renvoie, il te met dehors, etc. Mais ça sera la pire erreur que Ousmane Sonko commettra dans sa vie politique. C'est d'aller s'asseoir à l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Mais que fait un président? Mais on me dit que c'est la deuxième personnalité de l'État. Ça veut dire quoi, être la deuxième personnalité de l'État? Mais si le président est indisposé à faire sa responsabilité de président, mais toi, tu ne le remplaces que pour faire des élections. Tout à fait. Tu n'es pas là-bas pour diriger le pays. Tu viens pour organiser des élections. Mais ça, il y a quel honneur en ça? Alors que Sonko, c'est la locomotive du projet. C'est le maître penseur du projet. C'est l'exemplarité même du projet. C'est l'incarnation du projet. Qui maîtrise le projet plus que sa locomotive? C'est pas possible. Alors, Sonko, sa place se trouve à la primature, à l'état actuel des choses. C'est d'être le chef du gouvernement.
de conduire la politique du président de la République, qui est aussi notre politique, qui est le projet. Il comprend le projet. Il est rigoureux, il est droit, il est sincère, il est croyant et il aime les Sénégalais. C'est celui-là qu'on a besoin comme un chef du gouvernement. Mais peut-être c'est un chef du gouvernement très différent des chefs de gouvernement, parce qu'il n'y a aucun chef de gouvernement qui est plus puissant que le président de la République en matière de représentativité électorale. Tout à fait. Bassirou sait que sa garantie, c'est Ousmane Sonko. Les gens là ne pensent pas, ils ne poussent pas leur réflexion au-delà même du bout de leur nez. Parce que et lui, je pense qu'il l'a dit. Hein, mais bien sûr. Alors, il l'a dit. Mais bien sûr. Alors, il dit que alors, son maître en politique, alors c'est Ousmane Sonko. Là, il l'a clairement dit et je pense qu'il a tranché. Je me suis battu 10 ans pour qu'il soit président. Et lui, il ne lui a valu que 10 jours pour me faire président. Donc, sachez que mon plus grand souhait, c'est de faire tout pour que Sonko devienne président de la République. Parce que Bassirou sait que mon assurance vie, c'est Ousmane Sonko. La réussite de ma présidence dans l'histoire politique du Sénégal, ça dépend d'Ousmane Sonko. Mais imaginons que aujourd'hui même où je te parle, Bassirou vire Sonko de la primature. Ouais, maintenant Sonko ne va plus avec Diomaye. Mais comment Diomaye va gouverner ce pays-là? Avec comme opposant Ousmane Sonko. Bassirou qui n'a pas de base politique. Je pense qu'on n'en arriverait pas. Non, mais gars, vraiment, il donne des idées vraiment négligeables. Yo, Bassirou qui ne peut même pas gagner Ndiagana. Vous avez oublié qu'il a été battu lamentablement à Ndiagana lors des élections locales de 2022. Okay. Mais il était parti pour devenir maire. Mais c'est un inconnu qui l'a battu là-bas. Tout à fait. Vous voulez que ce gars-là, aujourd'hui, prétende diriger le Sénégal sans pouvoir même gagner son bureau de vote. Alors. Vraiment, cet ancien système-là, Mota Alhamdulillah Rabbil Alamin, parce que ces gens-là, ils nous ont toujours réduits à des débats de bas étage. Tout à fait. Regarde, moi, Diou Defnali, Diou a fait ça, c'est Diou qui a dit ça, c'est Diou qui était là, c'est Diou qui est parti là-bas. Il a porté une chemise blanche, il a porté un pantalon rose. Mais le sac coûte ça. Mais écoute, mais aujourd'hui, quand je regarde les chaînes africaines, j'ai honte de ma presse. Parce que pendant que les gens parlent aujourd'hui du développement de l'Afrique, de l'importance de l'Afrique, l'Afrique n'a jamais été aussi importante dans l'histoire de sa politique. Il ne parle que de politique. Non, et pourtant la masse, le peuple, les populations maintenant, alors veulent écoutent les débats sérieux, mais des débats qui n'amènent à rien. Alors là, souvent, les gens ne les écoutent plus. Alors, abordons parce que le temps qui nous est imparti est presque le dernier sujet. Alors, le président Macky Sall va annoncer bientôt son retrait de la scène politique sénégalaise. La révélation est d'un haut responsable de l'Alliance pour la République APR. Vous serez d'accord sur une telle décision et pourquoi? Il n'a pas le choix. En réalité, il n'a pas le choix. Pour celui qui analyse la politique sénégalaise aujourd'hui, non, il n'a pas le choix. Vous imaginez, vous pensez que Macky Sall viendra faire de la politique ici en étant député? Nous savons tous qu'il a voulu barrer la route à Amadou Ba, tout simplement. Mais ce n'est pas Macky Sall qui deviendra député dans cette assemblée. De président de la République à député à l'Assemblée nationale. Non, ce n'est pas Macky. Ça n'a jamais existé. Non, il est trop orgueilleux pour faire ça. Mais il le voulait juste pour contrecarrer l'apposé d'Amadou Ba, pour éviter que Amadou Ba ait plus de députés. Parce qu'il sait que Amadou Ba ira avec son image. Parce que c'est lui qui a façonné Amadou Ba. Les 34% de l'ordre des présidentielles, Amadou Ba partait avec la baraka de Macky, pendant que Diomaye partait avec la baraka de Sonko. Donc Macky le sait. Il sait que s'il n'est pas tête de liste, il va laisser tout son électorat dans les bras d'Amadou Ba. Donc il faut que je revienne pour éviter que Amadou Ba fasse une très grande expansion dans le Fouta. Vous voyez qu'il a gagné des départements dans le Fouta. Voilà, et imaginez que Macky Sall ne soit pas là. Amadou Ba seul pour avoir un groupe parlementaire. Amadou Ba, il a combien? Il a 7 députés. Il a 7 députés. Maintenant, regarde si Macky Sall n'avait pas été là. Macky en a presque 16. 16. Ok.
Maintenant, regardez sans Macky Sall. Amadou Ba pourrait avoir un groupe parlementaire. Oui. Et cela fera de lui un politicien redoutable au Sénégal. Et il va se placer comme l'incontestable chef de l'opposition. Ok. Et comme il ne va pas de pair avec Amadou Ba, et c'est un moyen de le contrecarrer, pour le rendre banal à l'Assemblée, insignifiant, et laisser aussi mon parti, avec le parti de Pérez, former les libéraux et revenir avoir quelques miettes à l'Assemblée nationale pour continuer à défendre vraiment, et voilà, parce que Macky sait ce qui vient vers lui, hein. Pourquoi il se retire. Et il ne devrait pas se retirer parce que c'est inévitable. Il sait que la haute cour de justice l'attend. Alors, donc le feuilleton Macky Amadou Ba va certainement continuer. Alors, M. Gassama, je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons M. Youssouf Gassama. Youssouf Gassama qui est professeur de français, qui est également analyste politique et voilà, panafricaniste convaincu. Alors, M. Gassama, à sa fin, vous avez quelque chose à parler, à dire à nos chers auditeurs? Oui, à part de dire que ce fut un très grand plaisir et de participer aujourd'hui à Océan Politique, hein, qui, à partir d'aujourd'hui, prend le parfum du panafricanisme. Merci. Je vais laisser ici le parfum panafricain. Mais comme ça, vraiment, l'émission Océan Politique. En tout cas, ça a été très intéressant vraiment, de parler du panafricanisme. Vraiment, il se fut un plaisir, vraiment, et d'assister à cette émission sous ta direction, monsieur Diouf. Et je crois que l'émission est très, non seulement évidente, mais importante au regard, n'est-ce pas, de la révolution africaine de nos jours. Et ça contribuera forcément à vulgariser la compréhension du Sénégalais, des auditeurs de Afia FM, pour leur donner aussi le parfum géopolitique ouest-africain, mais panafricaniste et patriotique. En tout cas, merci pour cette initiative. Je sais qu'aujourd'hui, vous avez donné l'occasion à la jeunesse sénégalaise de revivre ce parfum panafricain, de sa genèse à ses objectifs, à ses réalisations, de la politique ouest-africaine à la politique sénégalaise. Vraiment, monsieur Diouf, et je crois que l'émission a été fantasmagorique. Aujourd'hui, en tout cas, vous avez permis à la jeunesse de se ressentir africain, de se ressourcer en culture africaine, en historicité, en source d'inspiration, en valeurs africaines, mais surtout de les inculquer la valeur du nègre, l'importance de l'Afrique de nos jours et de son avenir. Vraiment, merci beaucoup. Et c'est un plaisir. Tout le plaisir est pour moi. J'espère que vous reviendrez pour parler d'autres sujets, pour aborder d'autres sujets. Merci. Ça dépend de vous. Donc, je le ferai. Alors, merci M. Gassama, M. Youssouf Gassama. Merci également au technicien Abdoul Faye. Merci au directeur de la rédaction Abdoulaye Diop. Et merci également à Moussa Niang, qui est le rédacteur en chef.